Thibaut, je suis en face de toi, mais en fait, le principe, c'est que c'est toi tout seul. Et vous, faut pas hésiter à réagir, en fait, à poser des questions. Donc, Thibaut, tu dois partir à 11h, c'est ça? Oui, je pars à 11h. Ok. Donc, on se fait une demi-heure. Raconte-nous un max de ta vie d'entrepreneur. Comment ça s'est passé? Surtout le début, parce qu'eux, ils sont dans une phase de début. Et puis ensuite, on se fera un quart d'heure de questions-réponses. Je pense qu'ils auront plein de trucs à te demander. Bon, déjà, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ta boîte? Ok, donc Speedeo, au départ, c'est une technologie de recommandation de films et de programmes de télévision. Et au départ, c'était une technologie, parce qu'ensuite, il fallait en faire un produit et toute une gamme de services. Et quand la technologie, on a commencé à la construire, c'était à peu près à l'époque de la sortie de Be Kind Rewind. Je ne sais pas si vous connaissez ce film. Michel Gondry. Voilà. C'est un film un peu à l'ancienne qui se passe dans un vidéoclub de quartier qui montre un peu la déchéance et la décadence de ce business de location de films. Et donc à cette époque-là, c'est aussi le moment où le business de la location de films a commencé à vraiment s'effondrer, c'est-à-dire des enseignes comme Vidéo Futur que tout le monde connaissait, qui ont commencé à fermer les magasins les uns après les autres. Et en fait, au départ, le constat, le besoin de départ qu'on avait identifié, c'était les vidéoclubs de quartier ferment les uns après les autres au même rythme que les plateformes digitales de distribution de films ouvrent. Et dans ce mouvement de translation technologique, on va dire, qui est supposé être un progrès, on n'était plus en train de se perdre dans des étagères ou dans des longs couloirs avec des jaquettes. Donc c'était super pratique, on pouvait faire ça direct de chez nous. Par contre, il y avait un service qui avait disparu, c'était le vendeur de vidéoclub à l'entrée. Et donc c'était super pratique de pouvoir tout faire de chez soi. Simplement, l'intérêt principal d'un vidéoclub, c'était de ne pas perdre une heure justement à lire toutes les jaquettes, de pouvoir dire bonjour à son conseiller du vidéoclub, lui dire salut, j'ai adoré ceci, cela. Qu'est-ce que tu as à me conseiller? Et ça dure 10 minutes et c'est un service que les gens adorent. C'était un peu ça le problème de départ. Et ensuite, toute la question, c'était de savoir comment reproduire une expérience humaine autour des contenus, c'est-à-dire très attachée à la culture, très attachée aussi à toute forme d'émotion aussi qu'on attache au contenu, au film, etc. Et le reproduire dans un service du tout qu'on voulait ludique, amusant, à la fois utile pour les cinéphiles et à la fois pratique pour les gens qui ne sont pas cinéphiles, c'est-à-dire qui veulent juste trouver des films rapidement à regarder. Et voilà, c'était ça le challenge de départ. C'est le problème, mais tu sais tout de suite, tu l'as défini ce problème-là, toi tu as fait quoi avant et comment tu vas te dire ok, je me lance dans ce problème, à la solution de ce problème? Ok, donc juste pour dire un mot de ce que c'est devenu en termes de service, c'est devenu un truc très abstrait qui s'appelle des API, c'est-à-dire des données qui sont échangées avec des grands distributeurs de films et des fournisseurs de bouquets de chaînes. Le but étant qu'un utilisateur ait toujours devant les yeux le bon film ou le bon programme de télévision à regarder au bon moment, pas se perdre au milieu d'un bouquet de 300 chaînes ou dans des catalogues de 10 000 films. Donc ça, c'est juste le concept. Donc c'est du B2B pur? C'est du B2B et ça a été, peut-être qu'on y reviendra, ça reste une question aujourd'hui de savoir si une des pistes de développement de Speedeo, c'est de basculer sur des services B2C. Il y a une application Speedeo qui existe sur iPad qui est aujourd'hui essentiellement un démonstrateur de services pour nos clients, et presque un outil de démarchage. Et c'est une vraie question de savoir si cette application elle a vocation à grossir et peut-être à remplacer notre activité de business. Donc c'est si tu as aimé A, t'aimeras B. Justement, on ne fait pas ça. On considère que c'est non, mais c'est très important. C'est-à-dire que dans le secteur de la recommandation, si tu as aimé A, tu aimeras B, c'est un peu la préhistoire, mais en même temps, c'est un moment éminemment important. C'est Amazon qui l'a inventé. L'histoire de la recommandation, elle naît plus ou moins
pardon, elle n'est plus ou moins avec Amazon. Simplement, à cette époque-là, et Amazon continue à le faire comme ça, c'est très statistique. C'est-à-dire, on regarde des schémas de consommation et en termes de probabilité, si un utilisateur 1 a aimé A, a consommé A, puis B, un utilisateur 2 arrive, consomme A, alors on va considérer qu'il va probablement aussi consommer B. Et donc on fait de la prédiction statistique. Donc si vous avez acheté une imprimante, on va vous conseiller des cartouches d'encre. C'est purement statistique. Cette démarche-là, elle n'a plus aucun sens quand on se projette dans des biens culturels à haute valeur émotionnelle. C'est comme ça qu'on caractérise des films. Et surtout, elle n'a plus aucun sens quand l'objet se consomme dans un média de foyer, c'est-à-dire la télévision, qui est utilisé par papa, maman, petite sœur, petit frère. Donc des personnalités très différentes qui, sur une méthode statistique, vont être agrégées, vont être moyennisées et vont provoquer des effets complètement absurdes du type, je vous assure que j'ai vu ça dans des salons de professionnels de la recommandation, des services qui proposent en face de Bambi un film d'horreur. Pourquoi ? Parce que structurellement, dans un foyer, il y a des enfants et des parents et des adolescents, et que structurellement, il y a des gens qui, dans un même foyer, regardent des films pour enfants et des films d'horreur. Alors c'est quoi la logique du coup de la recommandation chez toi ? Du coup, on a pris un biais très très différent sur cette activité. On s'est dit qu'on ne pouvait pas recommander des films et des programmes vidéo sans les connaître, sans partir de leurs caractéristiques intrinsèques, c'est-à-dire sans les connaître. On ne peut pas faire ça à l'aveugle. Amazon va recommander une cartouche d'encre après une imprimante sans chercher à caractériser l'intérêt ou la valeur ajoutée d'une imprimante par rapport à l'imprimante. C'est une pure relation statistique. Dans les films et dans les contenus vidéo d'une manière générale, ça ne peut pas marcher comme ça parce que ça répond à des émotions, à des humeurs particulières, à des goûts, des préférences. Et la recommandation, à notre sens, elle ne pouvait pas fonctionner si elle n'était pas comprise et surtout expliquée à l'utilisateur. On va te recommander un film parce qu'on a remarqué que tu aimais telle caractéristique. Je prends un exemple très concret. Un cas d'usage qui nous a beaucoup intéressé, c'est 80% des utilisateurs qui s'assiedent dans leur sofa et allument leur télévision ne savent pas encore ce qu'ils vont regarder à la télévision. Donc, ils allument la télé pour regarder un truc et 80% d'entre eux ne savent pas ce qu'ils vont regarder. Ils sont dans l'ignorance totale. Et ces gens-là, la plupart du temps, ils ne savent pas dire autre chose que ce qui me plairait bien, c'est un truc dans le genre où je peux caractériser mon humeur du moment. Et donc un service tout simple qu'on a dérivé de la technologie, c'était de permettre aux gens de, par exemple, combiner ce qu'on a appelé des envies en français, qu'on appelle des moods en anglais. Et c'est ce soir, j'ai envie de changer d'air, de violence et de rire. Qu'est-ce qui est disponible sur ma télévision, gratuitement ou payant. Et cette méthode-là, elle part du coup de la connaissance du contenu. Parce que derrière chaque envie, peut-être qu'on reviendra sur la technologie, mais derrière chaque envie, en fait, il y a des millions de données qui caractérisent les contenus, que nous on appelle des empreintes sémantiques. Donc on construit des empreintes sémantiques sur chaque contenu, qui ensuite permettent d'identifier les contenus à travers des éléments du langage naturel. Okay. Peut-être pour revenir sur le parcours, comment Speedeo s'est créé. On a cofondé Speedeo à 3, à une époque où moi j'étais encore très très jeune. J'avais un an d'expérience professionnelle. À quel âge là ? Là j'ai tout juste 30 ans. On a fondé Speedeo il y a 4 ans. J'ai eu des études un peu biscornues, des trous au milieu de mes études, mais j'ai vraiment terminé mes études à 25 ans. J'avais juste un an d'expérience professionnelle. C'était quoi tes études ? C'était... Non, c'est juste que
c'est en grande partie totalement déconnecté de ce que je fais, et il y a une micro-partie qui je pense est intéressante, mais bon bref, donc j'ai fait des sciences politiques en Angleterre, j'ai étudié en Angleterre puis en France, et au milieu de mes études, j'ai fait de la recherche, j'ai rejoint un laboratoire de recherche à l'École normale supérieure, qui était dédié à l'analyse sociologique et sémiologique des discours politiques. Et j'ai fait une rencontre complètement inattendue à l'époque, parce que je trouvais qu'il y avait un type un peu nerd au fond de la salle qui n'était pas du tout sociologue, mais qui participait aux conférences et qui, écoutant ce que je faisais, un jour m'a dit « Mais tu sais, tous ces parcours de vie que tu étudies, et surtout tous ces scripts d'entretien, parce que je passais mon temps à faire passer des entretiens à des gens, on pourrait les représenter de façon très amusante dans l'espace en fabriquant des polarités de sens sur les mots qu'ils utilisent, et surtout en les projetant dans le temps et en fonction de la trajectoire des gens. » Donc on a construit... Là tu parles chinois pour moi. Des polarités de sens. Des polarités de sens, ou alors Vous les représentez les discours par champ lexical? Par champ lexical, voilà, exactement. Et donc avec lui, on a construit des macros de représentation de ces entretiens qui étaient très jolis, des points qui évoluaient dans l'espace et qui montraient comment les gens, en fonction de leur parcours professionnel, de leur parcours de vie, savaient utiliser une variété plus ou moins large de niveaux de langage. Vocabulaire. Voilà, de niveau de vocabulaire. Est-ce que des gens manipulent couramment ou spontanément un langage très scientifique, ou un langage au contraire très grossier, ou basculent de l'un à l'autre très facilement, vont savoir rentrer dans un discours de type vulgarisation pédagogique, ou alors ne peuvent rester que dans un registre très technique. Et en fait, on arrive à relier ça à des parcours de vie de façon hyper convaincante. Un des meilleurs exemples qu'on avait, c'était les gens qui, en particulier, n'avaient pas fait d'études et se retrouvaient à des niveaux de responsabilité très élevés. C'était ceux qui avaient des registres langagiers les plus diversifiés. Et c'était une énorme force dans leur vie professionnelle. Je pense que ça, c'est pas totalement déconnecté de la vie d'entrepreneur. Je ne sais pas si vous savez ça, mais la très grande majorité des entrepreneurs sont des gens non diplômés, c'est-à-dire des gens très différents de moi. Et la raison pour laquelle, ce qui fait souvent leur force, c'est qu'ils n'ont pas fait d'études et ils se sont construits des parcours de vie originaux qui leur permettent justement de dire les choses différemment et de les conceptualiser différemment. Bref, donc je retombe sur mes pattes. Non, mais ça c'est hyper intéressant parce que c'est la rencontre avec ton cofondateur associé où tu vois que le mec est génial. Alors lui, il n'est pas cofondateur. Ah merde. Il était, non, mais c'était vraiment un chercheur. C'était un chercheur un peu fou qui s'amusait à modéliser, de la science sociale par l'informatique. Bref, ce type m'a convaincu qu'on pouvait faire des trucs vraiment amusants. Ensuite, j'ai fait d'autres choses. Je me suis retrouvé à faire du marketing de l'innovation dans un laboratoire pharmaceutique. Ça m'a plu moyennement, mais ça m'a permis de travailler dans une boîte suisse-allemande très sérieuse pendant 1 an. Et ça faisait déjà quelques temps qu'on avait ce projet de monter un service dans le secteur de la vidéo à la demande et des médias. Et un jour, j'ai fait la rencontre d'un des cofondateurs, un type qui était lui-même ingénieur informatique et qui avait fait des travaux assez intéressants sur le secteur de la vidéo. On s'est parlé du projet. Il y avait un autre ami à moi qui, lui, bossait depuis quelques temps dans une boîte de production qui s'appelle Marathon Média. On a en fait, au début, construit des prototypes de la technologie dans notre chambre. Lui, il avait quoi comme compétence, ton associé ? C'était un
C'était un ingénieur informatique qui s'était retrouvé un peu par hasard à faire du marketing chez Bouygues Télécom, qui s'ennuyait furieusement dans son métier et qui du coup, comme moi, avait de l'énergie à revendre en revenant du travail, quoi. Ouais. J'ai fait un peu la même chose avec lui qu'avec mon copain chercheur. Simplement là, j'ai appliqué le même savoir-faire d'analyse des discours, d'analyse des textes à des scénarios, des descriptifs de vidéos. Et tu savais déjà que tu voulais t'attaquer au problème de la recommandation ou pas? On se posait beaucoup de questions parce que Be Kind Rewind, c'est sorti à peu près en 2008-2009. C'était une époque où la vidéo à la demande, surtout en France, c'était vraiment émergente. Les services étaient un peu pauvres, c'était des catalogues de maximum 200-300 films, là où un vidéoclub de quartier propose en moyenne 2000 ou 3000 films. Donc, c'était encore vraiment faiblard comme service. Et au départ, on trouvait que le vrai besoin, c'était de réussir à réunir tous ces catalogues qui étaient un peu éparpillés partout pour en faire au moins un catalogue valable, c'est-à-dire au niveau d'un vidéoclub de quartier. Au début, on avait construit des ébauches de services en partant de ce problème-là, sauf qu'au bout d'un an ou deux, le business de la recommandation, enfin le business de la VOD a totalement explosé pile à ce moment-là. Et au moment où on tâtonnait un peu sur les services, on s'est retrouvé un an et demi plus tard avec des problèmes qui étaient totalement différents. Et les catalogues ont totalement explosé, devenaient en moyenne gros de 5000 ou 10 000 références. Et à ce moment-là, le problème, et surtout c'était les mêmes catalogues chez tous les opérateurs, chez TF1 Vidéo, chez Canal, chez France Télévisions. Et on s'est dit, mais là, on n'est plus du tout face au même problème de la rareté du contenu, on est face à un problème de l'hyperchoix. De choix, exactement. Ouais. Donc nos premiers business models qui étaient partis sur un problème de départ qui, au fur et à mesure de nos réflexions, étaient totalement renversés. Et ce qui fait que, une fois que le problème s'était renversé, la question, c'était vraiment plus de savoir... comment on allait faire revenir tous les contenus sur une même source, mais au contraire comment on allait aider les gens, quelle que soit la source, à ne pas perdre des heures à acheter des films qui vont les décevoir ou qui ne vont pas leur plaire. Ok, d'accord. Donc vous êtes deux, vous faites 1 an et demi de proto, vous tournez autour du problème. Donc on est 3, on fait 1 an et demi de... C'est qui le troisième, il fait quoi? Donc Gabriel, lui, il a bossé chez Marathon Média, c'est une boîte de prod. Il connaissait très très bien le business de la vidéo. Moi, je suis plutôt un consommateur, disons, un cinéphile. Juste au lancement, excuse-moi, toi, t'es au chômage, comment ça se passe? Non, je travaille, je vais tous les jours au boulot à Neuilly, dans mon laboratoire pharmaceutique. On invente des façons de communiquer autour de l'innovation. Donc, je fais aussi du travail d'analyse sur le langage, mais pour le compte d'un laboratoire pharmaceutique. Et comme je te le disais, je m'ennuyais furieusement au boulot. Et donc, on se retrouvait régulièrement le soir, le week-end. C'était presque un jeu au début. On essayait des trucs, on s'amusait. Et à la fin, on arrive à un truc qui fonctionnait, quoi. Donc personne ne se dit on va devenir entrepreneur, etc. etc. Si, on l'a tous en tête, parce qu'entrepreneur, je ne sais pas si on avait trop le rêve de l'entrepreneuriat, mais en tout cas, on avait tous le désir de s'amuser dans notre travail, et de se barrer de là où on était. Et donc voilà, bon, il se trouve que Netflix était quasiment inconnu à l'époque en France, mais que commençait vraiment déjà à se faire connaître aux États-Unis. Pareil, 2008-2009, c'est le moment où Netflix fait ce coup génial de négocier pendant 5 ans des droits sur les vidéos à la demande auprès des studios qui, eux, ne croient pas du tout à la vidéo à la demande, ou plutôt ne savent pas du tout comment le monétiser. Netflix s'est retrouvé pendant 5 ans avec un catalogue exceptionnel de trucs à la fois en quantité et en qualité extraordinaires qui les ont fait basculer de leur business initial d'envoi de DVD par la poste à une plateforme de stream. Ils ont surfé sur ces droits pendant 5 ans avec un catalogue génial qui a rendu le service absolument extraordinaire.
au bout de ces 5 ans, les studios les attendaient tous au coin de la rue pour dire ok, c'est la fin des droits, on va faire x10, et puis c'est ce que ça va vous coûter pour diffuser nos films sur votre plateforme. Du coup, Netflix s'est rebasculé, s'est retrouvé avec un catalogue de merde, et du coup s'est lancé dans la production de contenu, parce qu'il fallait bien faire valoir l'intérêt de la plateforme. Bref, je retombe sur mes pattes, mais Netflix n'était quasiment inconnu en France, mais commençait à se faire connaître aux États-Unis, et c'est là que nous, on a eu cette idée de vraiment se sortir de la logique Amazon, de la recommandation. Ça, c'est ton secret, c'est ta découverte, c'est-à-dire que tu comprends que c'est l'hyper chaud à quel problème et que ça va être de plus en plus gros. Oui, et qu'il faut rentrer par un autre modèle que la recommandation classique. Il y a un acteur qui a tout pigé, qui s'appelle Netflix, et qui déjà commence à proposer une home personnalisée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul utilisateur qui arrive sur Netflix et qui voit les mêmes jaquettes sur sa première page, et qui surtout le faisait pas très bien au début, mais avait au moins compris l'importance du problème, donner des explications à la recommandation. Il y avait par exemple une ligne de recommandation qui s'expliquait par vous avez aimé Pacific Rim et n'importe quel autre film et un autre film sur les robots, et qui du coup en rebond va me proposer des films qui ont du sens. C'était assez élémentaire comme mode d'explication. Mais au moins, il faisait déjà cet effort de personnaliser la proposition de contenu, et ensuite, en plus, de l'expliquer. Ta techno, tu vas la développer, comment tu vas la tester? Parce qu'il faut il faut avoir des clients déjà, et puis des catalogues, et puis des utilisateurs, et t'es en B2, enfin, tu parles à des business, donc comment tu fais? On l'a testé, c'était vraiment fly or die. On se pointait avec nos prototypes chez Canal+, Bouygues Télécom, SFR, enfin... En fait, on avait identifié que le chiffre d'affaires de la VOD ne se faisait que sur IPTV, c'est-à-dire sur les box. Parce que la consommation de VOD sur Internet, c'est que de l'illégal. Du streaming illégal. Que du streaming illégal. Donc il n'y avait pas de business à faire sur Internet. C'est la raison pour laquelle on n'a pas fait un site Internet avec notre technologie. C'est la raison pour laquelle on n'est pas du tout parti dans le B2C. Il n'y avait pas de business B2C dans la VOD quand on a commencé. Par contre, il y avait un business émergent qui passait par les grands opérateurs télécoms. Et les premières fois qu'on les a vus, c'était vraiment arrivé avec notre mallette. On avait hacké les box de chaque opérateur télécom pour y intégrer nos logiciels. Et du coup, on faisait des démonstrations sur leur box à des ingénieurs télécoms qui, eux, savaient pas trop quoi faire pour faire évoluer l'ergonomie de leur service. Alors, ils disaient, voilà, il y avait un peu de pipeau, évidemment, parfois on avait un peu trafiqué les box, mais on arrivait, on disait, voilà, branchons la box à une télévision, regardez, c'est votre box, et c'est votre télécommande. Aujourd'hui, votre service de VOD, c'est ça. C'était affreux. On passait un quart d'heure à faire défiler des jaquettes qui n'avaient aucun sens, et on n'arrivait jamais à trouver un film. Et ce que vous pourriez faire avec nous, c'est ça. Donc on faisait un petit jeu... c'est génial comme effet démo. Un petit jeu à la noix qui était avant-après. Aujourd'hui, on est dans le passé, parce que c'est un service qui a une ergonomie absolument immonde. Les gens qui consomment du film sur Internet, même sur des plateformes illégales, il y a une qualité de service qui est 1000 fois supérieure aux plateformes légales. Donc c'est sûr et certain que les gens n'ont absolument aucune raison d'aller sur les plateformes légales. C'est pas du tout une question de est-ce que je paye ou est-ce que je paye pas. C'est juste est-ce que je perds une demi-heure sur une plateforme horrible, à essayer de comprendre le chemin pour voir mon film. Où je me perds à chaque instant. Donc, pour faire payer les gens, il faut qu'il y ait un service qui ait du sens derrière. Donc, le premier sens, c'est avoir une vidéo en belle qualité, avec une belle image, du bon son, pas un truc foireux qui s'ouvre dans une fenêtre de 10 cm sur 5. Donc, tu transformes leur interface, tu leur montres que c'est pourri, qu'avec toi c'est génial. Voilà, on arrive, on leur dit voilà, ça, c'est ce que vous pourriez faire sur votre box si vous travaillez avec nous.
Et à chaque fois que tu vas voir chaque client, tu dois quand même faire une démonstration spéciale sur leur box. Ouais. Donc il y a du temps On de développement on par avait box. fabriqué des catalogues fake pour chaque opérateur télécom. On faisait vraiment des trucs C'est toi qui vends? artisanaux à l'ancienne. On y allait toujours à 3. Et comment tu fais pour faire signer les mecs? Parce que ça, c'est vraiment les pires. Ce dont tu nous C'est parles. simple, on a mis 1 an et demi à faire signer les premiers. Et Un an et demi entre le premier rendez-vous et Ouais. l'argent? Oui, parce que pendant 1 an et demi, on montrait nos trucs. Et comme on était 3 petits gars qui avaient l'air de sortir de nulle part, bah, le premier réflexe des mecs qui nous voyaient, c'était de dire mais en fait, si ces 3 tocards l'ont fait, franchement, avec nos armées d'ingénieurs, en 3 mois, ce sera plié, quoi. On fera au moins aussi bien qu'eux. Et Ils ont essayé de le faire aussi bien que bien vous ou sûr, pas? tout le monde a essayé de le faire. Notre premier gros client, c'était Canal+. Aujourd'hui, on est déployé sur Canal Play et sur CanalSat. Canal+, Ils ont vu, ils ont essayé de faire. ils ont Ils sont passé plantés. 1 an et demi à essayer de faire un truc qui ressemblait Vous à vous quelque souvenez de chose. ce que disait Oussama sur la peur, le flip d'aller pitcher un grand groupe et leur incapacité à faire quoi que ce soit qui soit du 10e du niveau de ce que vous êtes capable de faire parce que vous êtes agile? Canal+, on savait très bien que leur truc, c'était Ils avaient kiffé la démo, ils avaient kiffé le produit. Il y avait quelques gens malins chez Canal qui avaient entendu parler de Netflix et qui voyaient le truc arriver il y a 10 ans. C'est absolument flippant aujourd'hui de constater que Canal Play a attendu le dernier mois avant la sortie de Netflix pour se poser vraiment des questions d'ergonomie et d'usage. On a fait raquer Canal+ comme des dingues cet été. Raconte-nous le prix. Comment de tu l'arrivée fais? de Tu fais Netflix. payer combien quoi en Donc, fait? Ça c'est. Donc les gens étaient persuadés qu'ils feraient beaucoup mieux que nous parce qu'on était juste 3 tocards. Mais en fait, à force de dépenser des millions dans des armées d'ingénieurs en SS2I pour essayer de bricoler des trucs, ça leur coûtait 1 million d'euros de budget par an. Ils se sont aperçus que Autant te les donner en fait. autant payer une licence pour avoir accès à des services en SaaS, dans le cloud, et avoir un service clé en main qui leur coûte beaucoup moins cher. C'est-à-dire tu leur packages comment? Parce que c'est intéressant ça quand même. En fait, pour un opérateur comme Canal ou comme Bouygues, le service c'est hyper abstrait dans la mesure où c'est un back-office de catalogue qui dialogue avec une petite boîte noire, un logiciel dans les nuages. C'est juste des données qui fusent d'un serveur à l'autre. Et ce qu'on leur vend, c'est ni plus ni moins qu'un accès à notre boîte magique. Cette boîte magique qui donc recommande bien. Qui va recommander bien, expliquer à l'utilisateur quels sont ses intérêts, lui donner un reflet de ses intérêts, lui expliquer quelles sont les caractéristiques d'un film, lui montrer celles qui l'ont intéressé, celles qui ne l'ont pas intéressé, lui proposer toutes forcément, sortes tu rentres sur l'interface de la box. On a un effet gigantesque sur l'interface, mais ce n'est pas notre métier. Donc Et en fait, on s'est beaucoup posé cette question au début, parce qu'au début, on pensait qu'on serait incapable de vendre notre truc si on ne vendait pas l'interface avec, parce que ça avait plein d'impact sur le service. Or, en fait, ces grands distributeurs, en fait, ces grandes enseignes, Canal, TF1, etc., il n'y a rien qui leur fait plus peur que de ne plus contrôler l'interface qui va dialoguer avec l'utilisateur. Ils ont besoin d'avoir la certitude que ce sera bien leur look and feel, leur couleur horrible TF1, leur truc Canal+, soi-disant cool. Ils ont besoin d'avoir le sentiment que c'est eux qui contrôlent l'interface à la fin. Donc, quand on leur disait « on va vous livrer ce truc et vous inquiétez pas, on va vous faire l'interface », le mec disait « désolé, mais c'est pas possible, on ne pouvait pas toucher à notre interface ». Donc on leur disait « ok, dans ce cas », et là ça a quand même mis du temps, ça fait partie des 1 an et demi de discussion. On a progressivement lâché l'idée qu'il fallait vendre en package les interfaces avec, pour dire « ok, nous notre métier c'est juste de ouvrir des accès à un logiciel super, fabriquer vos interfaces, simplement, du coup ce qu'on faisait c'est qu'on continuait à faire des démos avec des prototypes qui étaient designés pour en fait vendre des données totalement abstraites. Mais en fait, l'outil de vente, c'était des mock-ups d'interface qui étaient ensuite copiés
Par eux, par leur eux. équipe. Et ça, c'était le... Tu fais travailler les mecs en plus qui te payent. Oui, en fait, disons qu'on leur pré-mâche le travail, on leur fait copier nos modèles de design, et ensuite ils se l'approprient et ils le remettent à leur couleur. Super. Et en fait, du coup, ce qui est très amusant, en fait, c'est qu'on vend des accès à une technologie. C'est ça notre métier. Et pour les vendre, ça passe par des trucs qu'on ne vend pas, c'est-à-dire des interfaces. Comment ils sont capables de vérifier que vous êtes pertinent sur le chiffre d'affaires ou sur le nombre de vidéos demandées? Comment ils peuvent checker ça? Parce qu'une licence, ça coûte combien avec toi? Une licence, c'est ça hyper dépend variable. Du nombre. Ça peut aller de 100 000 € annuels à presque 1 million annuel en fonction du nombre d'utilisateurs. T'as signé qui aujourd'hui? En France, on a signé Canal, Arte, Bouygues Télécom, un autre opérateur télécom dont j'ai pas encore le droit de parler. On a signé une autre plateforme qui s'appelle Juke, qui est la SVOD AB Production. Et vous êtes toujours 3? Ah non, on est 25 ans. D'accord. T'as levé des fonds? On a levé des fonds, mais qu'auprès d'investisseurs privés. Oui, parce que finalement, t'en as pas eu besoin. En fait, on a un développement B2B. On se pose plein de questions aujourd'hui. T'as mis combien de temps avant? Donc tu m'as dit 1 an et demi avant de toucher le premier euro. Ouais. Et donc pendant 1 an et demi, t'as gardé ton travail? Pendant 6 mois, j'ai gardé mon boulot. Ensuite, je devenais complètement fou. J'étais épuisé, en fait. Donc, j'ai négocié une rupture conventionnelle. Et pendant 1 an, j'ai vécu avec les acédiques. Okay. Enfin, pas les acédiques. Ouais. Mais rien à voir. Mais du coup, est-ce qu'il y a une opportunité dans la musique? Parce que moi, quand j'utilise Spotify, clairement, c'est exactement ça. Je rentre par le mood. Leur listing. C'est simple, en fait, nous, dans les sources d'inspiration du service, on avait Netflix, Pandora. Pandora avait fait ça, c'est-à-dire la recommandation de musique bien faite, c'est-à-dire expliquée, qui parle un langage qui est compris par les gens, qui est intuitive, etc. Et il l'avait fait avec une démarche sémantique, comme nous, mais il l'avait fait 10 ans plus tôt. Mais d'une manière générale, le business de la musique a presque tout le temps 10 ans d'avance sur le business de la vidéo. Et la vidéo évolue presque tout le temps après des innovations qui sont venues du porno. Du porno, ouais, bien sûr. Le porno est hyper... comment dire? T'apprends tout, en fait. Le coup des 15 minutes... Non. Ce que je veux dire, c'est que dans Internet, non, mais c'est vrai, le coup des 15 minutes gratos, et puis ensuite tu dois sortir ta carte bleue. Enfin, il y a plein de choses. Le coup des chapitrages qui ont été reprises par YouTube et qui ont été effectivement inventées dans le porno. En fait, c'est le porno qui a inventé ce que nous, maintenant, on vend comme un concept qui est le mood board. C'est-à-dire, j'ai envie de ça, plus ça, plus ça. C'est-à-dire mon cocktail de fantasmes. Ouais. C'est sur les plateformes les plus dégueulasses de porno qu'on a trouvé que ces premiers services ont été inventés. J'ai envie d'un mec fort, d'une meuf avec des gros boobs, et voilà. Et à la fin, ça me trouve la vidéo qui répond à tous mes fantasmes. Ah ouais. Donc pas hésiter à aller chercher ailleurs pour s'inspirer, au contraire. En fait, ça, pour le coup, c'était vraiment un insight hyper fort de Gabriel, qui connaissait très bien le business de la vidéo. Travaillait chez Marathon pour les contenus jeunesse, mais savait de sa culture métier que presque toutes les innovations partaient du porno dans la vidéo. Le premier exemple, c'est la VHS. Aujourd'hui, c'est un truc de dinosaure, mais la VHS, la cassette, le fait de vendre et louer des cassettes est né avec le porno. Pourquoi ? Parce que c'est comme ça, c'est le porno qui était le produit oui, parce que les gens avaient faisait honte déplacer. De garder voilà, ça en dur chez eux, donc il fallait juste le prendre. Et surtout, c'était un produit honteux pour les chaînes. Donc,
il a fallu attendre Canal+ pour que le porno ait droit de cité à la télévision, enfin de façon un peu officielle. Mais la vidéo porno, ben, c'était difficile d'y avoir accès. Enfin, on se parle d'une époque où il n'y avait pas Internet, etc. La vidéo porno, pour y accéder, ben, fallait aller au kiosque, dans un petit truc hyper honteux. Et c'était une VHS. Et ces VHS, elles se vendaient 2 fois plus cher que les films d'Hollywood. Elles coûtaient entre 100 fois et 1000 fois moins cher à produire. Et ça passait par un petit truc en plastoc tout pourri qu'on appelait une vidéocassette. Et ben, les mecs se sont rincés avec ça, quoi. Rincés. Et le mode de distribution de la vidéo par la VHS s'est développé par le porno. Ensuite, Ok, dernière question, après je laisse les gens parce que là je sais que tu dois partir dans 10 minutes. C'est quoi tes objectifs maintenant, tout de suite, à 6 mois on va dire? À 6 mois, c'est d'avoir autant de réussite en Amérique du Nord et en Amérique du Sud que j'en ai aujourd'hui en France. En fait, aujourd'hui en France, j'ai à peu près la certitude que la recommandation de vidéos en France va passer par Speedeo. On avait 3 concurrents il y a 5 ans français qui sont tous morts. C'était qui? C'était une boîte qui s'appelait Cognic, okay, ouais. Une boîte qui s'appelait Cinétrafic, qui existe toujours, mais qui est sur le point de crever, et une 3e boîte dont le nom m'échappe. Ok. Et donc à conquérir l'Amérique. En fait, ça fait 1 an et demi qu'on a réussi à exporter nos services à l'étranger, donc pour l'instant aux États-Unis et en Allemagne. Et aujourd'hui, on est à un moment un peu clé de la vie de Speedeo, parce que les leviers de progression de Speedeo passent par l'exportation. Donc quelque part, on doit presque tout recommencer de zéro sur un plan commercial. Je dis presque tout parce que pas tout à fait. On est arrivé aux États-Unis par le biais de Technicolor, qui est une boîte qui s'est totalement américanisée depuis 5 ans, mais qui a des origines françaises. Et les mecs qui font la R&D chez Technicolor, il y en a beaucoup qui sont installés en France. C'est ces mecs-là qui nous ont repérés, nous ont fait connaître auprès de Technicolor, et qui du coup nous ont... Ils font quoi déjà, Technicolor ? Ils font toutes sortes de trucs, mais pour ce qui concerne mon business, notamment ce qui les a sauvés, c'est que Hollywood a absolument besoin d'eux pour toutes les technologies de post-production. Donc dès qu'il y a des effets spéciaux quelque part dans un film, les studios d'Hollywood ont besoin de Technicolor. Mais Technicolor, c'est une boîte qui est passée à ça de la faillite il y a 5 ans, et donc qui a été repris par un fonds américain qui a dit de toute façon, on va reprendre que les technos de post-production, tout le reste on va le bazarder parce que ça fait perdre de l'argent, au moins on va sauver ça. Et depuis ils ont relancé la R&D, c'est eux qui ont déposé les premiers brevets sur le 4K. Je ne sais pas si ça vous parle, le 4K, mais c'est un nouveau format de vidéo de très très haute définition. Tout ça pour dire que Technicolor, ça nous intéresse parce que c'est Technicolor qui a lancé une plateforme qui s'appelle MGO, et qui est la plateforme de consommation de vidéos sur toutes les box Roku aux États-Unis. Ok. Et Roku, c'est un peu l'équivalent d'une Freebox, quoi. C'est-à-dire qu'il y a 5 millions de foyers aux États-Unis qui passent par une box Roku pour regarder des films et regarder la télévision. Okay. Donc il y a 5 millions de personnes aux États-Unis qui quotidiennement, sans savoir qu'il y a Speedeo derrière, trouvent des contenus. Il n'y a pas de problème et de barrière de langage avec ton algorithme qui va ficher chaque film? Ça, c'est pas... Ça, c'est un truc qu'on a résolu. D'accord. C'est un truc qu'on a résolu, mais c'est un énorme sujet, ouais. Ok. Un énorme sujet parce que ça passe par le langage, effectivement. Ouais. Et ça se fait de manière automatique, c'est-à-dire que maintenant, chaque film a sa fiche. En fait, on a résolu en partant de... Tu passes pas par des gens qui vont se mater tous les films à la mano on le fait. Vous l'avez fait? On le fait plus, et au début, c'était ça. Okay. Donc tu passais par des gens. Et au début, je viens de te dire, c'était moi. C'est toi qui te matais les films? Je prenais des tableurs Excel, je faisais la liste des films dans les catalogues de VOD. Ça, c'est quand on faisait nos démos chez les opérateurs. J'avais juste des tableurs Excel dans lesquels, à la main, je remettais les titres de tous leurs films dans leur catalogue.
Ensuite, j'avais un truc, une formule un peu compliquée pour rentrer des tonnes de données sur les films que j'allais choper en aspirant toutes les fiches qui en existent aspirant en ligne. toutes les fiches et ensuite en retriant l'information de façon Donc, totale. au début à la mano. Au début, totalement à la mano. Et ensuite, tu l'as Et automatisé. ensuite, on avait des idées pour industrialiser le truc, mais il fallait qu'on ait de la thune. On en avait pas à cette époque-là. Donc un algorithme, c'est pas un truc magique qu'on fait coder dans sa chambre pendant 1 an et on se rend compte que ça marche, quoi. En fait, tu peux faire ça. Tu peux faire des algorithmes où tu ne vois que des mathématiques, tu fais que de la probabilité et tu dis attention. Magie, puis attention magie, ça donne Insidious à côté de Bambi, quoi. Ouais. Donc ça c'était un peu le problème et nous on voulait surtout pas faire de la magie, on voulait faire de la recommandation qui était immédiatement comprise et expliquée. Bon, les questions. Vous avez forcément des questions. Tout d'abord félicitations, c'est intéressant. Merci. Et il y a un moment qui me semble être charnière dans ton histoire, c'est justement le moment où vous êtes allé voir les studios et que tu disais que tu savais pertinemment qu'ils étaient en train de travailler sur des sujets comparables aux tiens. Opérateurs, les distributeurs plutôt. Les distributeurs, Ouais. pardon. Et je voulais savoir dans votre tête comment ça s'est passé à ce moment-là. Est-ce que vous étiez dans la démarche confiant? Bon, nous on sait qu'on a fait Pas un truc confiant, super. non. Et justement, comment est-ce que vous avez vécu ça? Et à mon avis, il a fallu beaucoup de résilience justement à ce moment-là, dire c'est pas fichu, ils vont pas y arriver, on est quand même vivant. On était complètement parano et surtout tellement naïf que on a fait les trucs les plus cons qu'on pouvait faire à cette époque-là, c'est-à-dire bon bref, on était totalement parano. Par exemple, la première fois qu'on s'est pointé chez SFR, on leur a envoyé un mail avec un NDA qui disait si vous voulez voir notre proto, signez ce NDA. C'était un mec qui était au board de SFR. Il nous a renvoyé un mail en disant mais les gars, en 30 ans de carrière, j'ai jamais vu un truc aussi con de ma vie. Votre NDA, gardez-le, j'en ai rien à foutre de ce que vous faites. Il nous a fallu 3 mois pour passer par d'autres contacts et trouver les bonnes personnes pour reparler à ces gens. Chez Canal+, à chaque fois qu'on les voyait, on passait devant presque une conférence. Il y avait 25 ingénieurs qui venaient regarder nos démonstrations, qui nous posaient des tonnes de questions, essayaient de nous cuisiner, savoir mais l'algorithme, quelle est la formule magique? Et nous, on lâchait rien en fait. Et on disait, il n'y a rien de magique, mais voilà, ce qu'on vend, c'est le résultat, et ça fonctionne bien, regardez. Et même si tu avais lâché tes trucs magiques... Mais en fait, c'est un truc de con. On pouvait communiquer autant qu'on voulait. Le problème, c'est qu'ils n'avaient pas les données. En fait, on a compris beaucoup plus tard que la richesse de notre système, c'était qu'on avait pensé un système de structuration de données autour des contenus qui ensuite nous permettait de faire fonctionner des algorithmes de façon tout à fait originale. Donc les mecs de Canal, s'ils ne savaient pas comment organiser des données intelligentes autour des contenus, ce qui était leur vrai problème, ils faisaient comme tout le monde, enfin comme tous les gens qui pensaient que les algorithmes c'était que de la probabilité. Ils faisaient des petits trucs à la Amazon avec de la probabilité qui sortaient des trucs complètement foireux. Et donc en fait on aurait pu leur expliquer, mais non, la recommandation les gars, il faut l'expliquer et tout ça. De toute façon, il serait arrivé à rien. Mais ça, on était beaucoup trop jeunes, beaucoup trop flippés pour être lucides en fait sur ce truc. T'as pas parlé de ta relation avec tes cofondateurs, tes associés? Est-ce que ça se passe bien? Est-ce que ça a été dur? Ça se passe hyper bien. Ça s'est pas toujours passé hyper bien. On a eu parfois des idées très différentes sur la façon de faire évoluer Speedeo, mais on est toujours là. Ça fait 5 ans. On connaît beaucoup d'entreprises dont les fondateurs se sont séparés. Enfin, les entreprises survivent, hein, mais nous on a un peu l'impression d'être des survivants, quoi. Justement, j'avais posé une question là-dessus. Vous êtes 3, donc quand vous êtes en désaccord, vous votez, c'est démocratique, ou il y a le CEO qui dit c'est comme ça? Comment ça se passe pour résoudre? En fait, on a fait un truc de communiste un peu dans les statuts de Speedeo. Il y a 3 co-gérants. Les 3 peuvent engager la responsabilité de l'entreprise
Et la décision, ce qu'on a décidé de faire, c'est que pour qu'il n'y ait pas de blocage dans les décisions se prennent à la majorité des fondateurs. Donc si moi j'ai une idée que je trouve géniale et que mes deux associés la trouvent merdique, ben, c'est déjà arrivé, ouais. C'est arrivé pour chacun d'entre nous trois. Moment de frustration. Ouais, ouais. Mais c'était à trois, on était par contre suffisamment lucide au début de la création de Speedeo pour savoir que si on devait prendre des décisions à l'unanimité, c'est sûr qu'on se flinguerait. Donc voilà, on préférait vivre avec nos frustrations que d'aller se flinguer dans le mur, quoi. Enfin, d'aller se cracher dans le mur, quoi. On peut dire que c'est tout le contraire de ce qu'on dit à nos entrepreneurs. Nous, on leur dit, les gars, faut un chef, et faut juste s'aligner derrière le chef, quoi. Ok, alors ça, par contre, c'est... en fait, c'est pas visible pour nos clients et pour nos partenaires et nos actionnaires. C'est-à-dire que pour nos actionnaires, nos clients, on prend soin de mettre en scène la gouvernance de Speedeo de façon très différente. On a fabriqué une statue à Gabriel qui est devenu le CEO parce que c'est lui qui fait signer les contrats à la fin. On lui a affublé ce titre de CEO. Ça, c'est un titre pour les autres. Mais en interne... En interne, le leadership, il se fait à des moments très différents et en fonction des sujets. C'est toujours un truc qui est un peu mouvant, quoi. C'est-à-dire, parfois, c'est Gabriel sur des idées de vente, sur des intuitions commerciales qui va faire changer radicalement le produit. Et donc, en fait, c'est des moments où moi, je vais le suivre dans sa roue, parce que je m'occupe du produit. Il y a des moments où, sur des contraintes techniques que moi, je ne maîtrise pas, Paul nous dit, les gars, en fait, si on continue comme ça, on ne va pas être scalable, on ne va pas pouvoir aller aux États-Unis. Donc, les gars, il va falloir repenser ce truc. Dans ce cas-là, c'est lui qui nous fait prendre une direction. Et parfois, moi, j'ai une idée de la façon dont la recommandation devrait être amenée à l'utilisateur, qui nécessite de repenser la façon dont on vend nos produits et de repenser la façon dont on développe nos logiciels. Et à ce moment-là, c'est eux qui me suivent. Mais ça, c'est vraiment la dynamique interne au quotidien. Parce que c'est vrai que dans la vitrine de Speedeo, il y a Gabriel qui est CEO, il y a Thibaut qui est CEO, responsable des produits, et il y a Paul qui est CTO, qui est monsieur technologie. Il y a le maître des machines, le maître des mots et le maître de la caisse. Moi, j'avais une petite question. Donc, tu disais qu'au début, quand vous avez commencé, vous le faisiez parce que vous vouliez vous amuser. Donc, j'imagine qu'il y a eu des moments qui n'ont pas été drôles. Donc, comment ça s'est transformé? Est-ce que vous êtes quotidiennement, du coup, vous l'avez toujours abordé en « on va s'amuser » ? Est-ce que vous avez anticipé par moment? Est-ce que vous vous êtes trouvé obsédé par la résolution de ce problème? Et aujourd'hui, comparativement à la première année, comment vous vivez l'aventure? Est-ce que c'est encore... La peur La peur, non. En fait, ça, c'est vraiment La peur, c'est un truc qu'on s'est toujours défendu. C'est une dynamique qu'on a essayé de vraiment détruire dès le début. Et on savait que quand on allait devant nos 25 ingénieurs de Canal+, voilà, on avait le trac, on avait peur, on pensait se faire piquer nos trucs. Et on se disait, en fait, si on y va avec la trouille, en fait, il ne va rien se passer. Si on a la trouille, on ne va jamais montrer nos trucs, on n'aura même jamais l'opportunité de leur foutre dans le crâne qu'ils ont besoin de nous. Et donc, c'est un truc entre nous trois, c'était comme dans un vestiaire d'équipe de foot. C'est, allez, quoi. On se serre les coudes et on fait face. Et à chaque moment de la vie de Speedeo où on a eu cette peur ou le trac, où on a vraiment pris le temps en fait de regarder la peur droit dans les yeux et d'essayer de trouver d'autres sources d'énergie, d'essayer de retrouver des énergies positives, quoi. Je vais raconter une anecdote de la vie de Speedeo. Pendant 1 an, en fait, on a été presque totalement dépendant de Canal+ sur nos revenus. Canal+ pouvait nous... Enfin, si Canal+ disait « mais c'est bon, les gars, votre contrat, je le mets à la poubelle », on fermait la boîte. Et il se trouve qu'il y a eu un moment intéressant chez Canal+, où le directeur de Canal Play, qui nous avait fait venir
a changé de poste, ils l'ont remplacé par un autre mec qui lui était anciennement chez Free, qui nous aimait pas du tout parce qu'il avait essayé de faire la même chose chez Free, il n'y était pas arrivé, et quand il est arrivé chez Canal+, je dis ça, alors aujourd'hui c'est notre meilleur ami, hein. Comme quoi les relations changent, mais aujourd'hui c'est notre meilleur ami chez Canal+, mais à l'époque quand il est arrivé, il ne nous aimait pas, il avait des a priori sur nous, et il a coupé, la source d'argent. On s'est retrouvé pendant quelques mois sans flux qui arrivait dans notre compte en banque. Et on s'est sérieusement posé la question de comment on réagit par rapport à ça. Parce que le mec disait, moi c'est simple, votre service, j'y crois pas. J'arrête de payer. Pourtant on a un contrat. Et dans cette situation, ouais, on a commencé à avoir peur. Enfin, peur au sens, ça sert à quoi de faire ce truc pour du jour au lendemain se faire écraser comme une petite mouche. Et le truc, c'est que on a pris le temps de se regarder droit dans les yeux et on s'est dit, mais en fait, les gars, on a lâché nos boulots pour faire ça, tenter l'aventure. Aussi pour ça, quoi, pour vivre ces moments d'adrénaline où en fait, on va se farcir les services juridiques de Canal+, pour leur dire, les gars, vous rigolez, on n'est pas en Union soviétique, quoi. Il y a des contrats. Mais c'est pas parce qu'il y a un mec chez Canal qui pense que notre service il est pas bien que on arrête de payer, quoi. C'est n'importe quoi. Et on s'est retrouvé à devoir faire de la politique, à devoir se battre avec les services juridiques de Canal+, pour à la fin juste rouvrir l'accès et faire revenir l'argent. Ça a duré 3-4 mois. Et à ce moment-là, il a fallu qu'on trouve de l'énergie positive pour faire ça. C'est-à-dire pas la trouille, mais l'amusement. C'est vraiment ce qu'on se disait. On va découvrir d'autres gens chez Canal+. L'amusement d'aller se farcir le service juridique de Canal+, et d'aller défendre leurs engagements contractuels. Et on s'est dit, il va falloir qu'on s'amuse là-dedans parce qu'on va être obligé de passer par là. Aujourd'hui, c'est très très différent. Canal+, c'est nos meilleurs amis. Surtout depuis qu'on n'est plus dépendant d'eux, on a une relation formidable avec eux. Mais voilà, c'est juste un moment de la vie de Speedéo où on est passé à un cheveu de juste s'arrêter. Et comment ça arrivait à un moment où on disait on va vous assigner. Voilà, on vous a signé en justice, vous avez ruiné une start-up prometteuse, ça va vous faire une réputation de merde. Et on connaît des gens. Voilà. Voilà. Et enfin, je dis ça parce que la réputation, parce que globalement nos licences pour le budget de Canal+, c'est 3 cacahuètes, quoi. Mais non, ce qui les emmerdait, c'était alors qu'ils se positionnent comme innovants, qu'ils ont une structure de maturation des startups dans laquelle par ailleurs on n'est jamais passé parce qu'on trouvait que c'était merdique, mais communiquent là-dessus. On connaissait des gens qui étaient capables de leur tailler une réputation vraiment de merde. Et là, c'était juste un désagrément contre un autre. Le désagrément de juste continuer à... Là, je parle vraiment pour le mec qui disait on va juste arrêter de les payer. Il y avait 2 désagréments possibles. Soit se faire tailler une réputation de merde dans le monde des médias et à l'intérieur de Canal+, soit, même s'ils nous aimaient pas trop, continuer à nous payer. Un désagrément contre désagrément, et il a décidé de rouvrir son budget et de continuer à nous payer. Et puis ensuite, on a appris à cohabiter avec lui, quoi. Et aujourd'hui, on est super copains. Retournement copain, ça s'est fait lentement. Mais le retournement copain, il s'est fait le jour où il s'est aperçu qu'il avait vraiment besoin de nous. Et dans le besoin, il s'est aperçu qu'on était sympa. Maintenant, Canal Play, dans la façon d'amener les films aux gens, est très dépendant de nous, parce qu'il se trouve qu'on leur a, par le biais de nos services, on a aussi réimporté de notre côté tout un tas de trucs qui leur enlèvent des épines du pied et qui étaient liés au fait que depuis 5 ans, enfin 5 ans avant qu'on arrive, ils avaient une plateforme de stockage de leur contenu qui était complètement foireuse, qui disait que parfois on appelait un film et puis en fait c'était un autre film avec un autre titre, le casting était mauvais, bref c'était juste des problèmes de base de données.
Ils faisaient cohabiter trois bases de données différentes qui étaient supposées être synchronisées et en fait l'étaient jamais. Je passe les détails techniques, mais en fait, pour l'efficacité du service, on a réimporté une partie de cette gestion de base de données chez nous, qui n'est pas du tout notre métier, mais on l'a fait parce que c'était plus efficace pour pouvoir faire notre métier. Et maintenant qu'on est dans cette situation, Canal a vraiment du mal à se passer de nous, parce que ça voudrait dire qu'il faudrait qu'ils changent complètement leur plateforme technique. Ce qui s'appelle Eureka, c'est la marque ombrelle de la recommandation qui est agie en partie par Speedeo. Je dis en partie parce qu'à l'époque où ils ont dépensé des millions pour faire le truc à notre place, ils avaient pris soin de déposer la marque Eureka en pensant qu'ils feraient les trucs eux-mêmes. Et pour moi, c'est juste une question de temps. C'est-à-dire ce qui résiduellement était géré par les services internes de Canal sera progressivement totalement remplacé par Speedeo. On avait renégocié le contrat bien avant ça. Une dernière question peut-être. À quel moment, excusez-moi, à quel moment vous avez fondé réellement la société ? C'est-à-dire en termes de statut, funding, etc. 2010, on l'a fondé le jour où on s'est barré de nos boulots. On est tous allés au tribunal du commerce et on allait tous les trois déposer nos statuts. Sin SAS. C'était une nécessité pour déjà avoir la gouvernance qu'on voulait avoir, c'est-à-dire un truc de communiste à 3, qui est aujourd'hui plus un truc de communiste, mais bref, avoir cette originalité-là et pouvoir faire investir des gens facilement. Franchement, c'était génial. Moi, j'ai kiffé. Merci. Bravo.